Bonjour Charles Rodwell. Bonjour. Antoine Armand donc se rend à Lisieux ce lundi avec le ministre de l'Industrie Marc Ferracci. Peuvent-ils vraiment faire quelque chose ? On peut collectivement, oui, agir parce que la loi le permet, le code monétaire et financier, notamment à travers la procédure du contrôle sur les investissements étrangers en France, le permet. Et le permet notamment pourquoi, si je puis juste me permettre sur ce sujet, parce que nous avons renforcé notre législation sur ce sujet à travers la loi Pacte et les décrets qui ont été pris depuis 5 ans pour permettre en fait au gouvernement, à l'État, d'agir de manière beaucoup plus large sur la question des secteurs stratégiques. On peut, alors, justement, au regard de cet arsenal législatif que vous venez d'évoquer, peut-on interdire la vente d'un produit ou d'un médicament à une firme étrangère ? Alors la raison pour laquelle je ne peux pas vous répondre oui ou non, c'est que ça dépend en fait du contenu de l'offre. Et ça dépend en fait du secteur sur lequel vous agissez. Alors là, on est sur le secteur justement pharmaceutique, sur un médicament générique. Tout à fait. Posons juste le principe politique et ensuite je viendrai à l'outil qui sert cette intention. Principe politique depuis maintenant plusieurs années, c'est de dire que nous voulons une politique d'attractivité pour notre pays qui est fondée sur 3 éléments. D'abord, attirer des entreprises françaises et étrangères qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi dans notre pays. C'est exactement le cas en ce moment. C'est une victoire pour Choose France. Ah mais c'est, pour le coup, alors tout dépend comment vous le définissez, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes extrêmement heureux d'avoir attiré des entreprises qui ont créé 2,5 millions d'emplois dans notre pays depuis 7 ans. C'est la raison pour laquelle on a réformé notre économie et qu'on a mené des réformes fiscales sans précédent qui ont fait baisser la pression fiscale de 60 milliards d'euros. Et le risque, c'est qu'elles viennent me faire main basse sur des fleurons de l'industrie française. Deuxièmement, nous défendons une politique d'attractivité qui porte un objectif stratégique qui est de dire qu'on veut renforcer la sécurité économique de notre pays et l'indépendance de notre pays. Je vous prends quelques exemples. L'exemple, par exemple, qui nous concerne aujourd'hui, l'exemple médical. Lorsque nous attirons l'entreprise Séquence, qui permet de produire sur le territoire français le principe actif du paracétamol et du Doliprane, un investissement d'ailleurs qui est soutenu tant par UPSA que Sanofi, qui sont les 2 grands concurrents sur le créneau du paracétamol et du Doliprane, pour produire en France toute la chaîne de valeur de ce médicament pour approvisionner ensuite le marché français aux priorités. Nous estimons que cette politique d'attractivité, elle porte ses fruits. Enfin, 3e pilier, je viens à votre point. Notre politique d'attractivité que nous défendons, c'est une politique d'attractivité qui soutient nos intérêts nationaux. Oui, alors, c'est la raison pour laquelle... Justement, Charles Rodwell, pardon, j'ai bien compris tous les piliers, là. La maison est bien fondée. Mais précisément, vous faites partie d'une majorité, d'un soutien au président de la République qui s'enorgueillit chaque année de faire le sommet Choose France, en français dans le texte. C'est-à-dire, en plus, de ne pas le faire en français. Donc, c'est-à-dire d'attirer des entreprises étrangères à venir sur le sol français. On nous vend ça en disant formidable, ça apporte des capitaux et ça crée de l'emploi. Sauf que quand Cylianer vient ici pour racheter 50% la firme qui produit le Doliprane, c'est ce qu'ils font. Ils font de Choose France. Opélia. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que nous avons la capacité aujourd'hui, grâce aux outils que nous avons, de choisir ces investissements. C'est-à-dire que depuis 7 ans, on a recréé 2,5 millions d'emplois dans notre pays, notamment grâce à des investisseurs étrangers qui ont choisi la France grâce à notre politique. Et en même temps, pardonnez-moi du terme bien symbolisé, nous avons refusé des investissements comme Couche-Tard sur Carrefour. Nous avons refusé la saisine de l'entreprise Sego. Nous avons refusé de céder l'entreprise qui s'appelle Biogarant. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous avons les capacités de dire à la fois aux investisseurs du monde entier, vous pouvez venir sur le territoire français parce qu'on a une politique économique et fiscale qui est bonne pour la création de richesses et bonne pour l'emploi, et en même temps la capacité de dire à certains d'entre eux que nous préférons qu'ils évitent d'investir dans certains de nos actifs stratégiques. Ok, j'ai bien entendu. C'est dans ce cadre que nous... Mais est-ce que vous adressez donc aujourd'hui une lettre à Antoine Armand? Tout à fait. Et est-ce que derrière une lettre à Antoine Armand, c'est quand même un défi à Emmanuel Macron que vous lancez là? Non, je n'ai pas ce sentiment-là, parce que si c'était un défi à Emmanuel Macron n'aurait pas été le président qui aurait renforcé l'ensemble de nos dispositifs sur le contrôle des investissements étrangers. D'ailleurs, dans le courrier sur lequel nous sollicitons le ministre de l'économie, Antoine Armand, avec 63 collègues, nous nous saisissons d'un article du Code monétaire et financier qui a été poussé et réformé à travers la loi Pacte et les décrets pris par Bruno Le Maire sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ce que nous disons... En un mot, justement, qu'est-ce que vous demandez à Antoine Armand, justement ? Justement, je pense que c'est le sujet qui est important, c'est de dire, dans cette opération qui a été annoncée par Sanofi,
la vente de 50% des actifs d'Opelia, sa filiale qui produit à la fois de Doliprane, mais aussi une centaine d'autres médicaments. Toute une gamme d'autres médicaments. Voilà. Avec un certain nombre d'actifs, 15 milliards d'euros. Est-ce que oui ou non, cette opération est favorable à nos intérêts nationaux ? Pour l'évaluer, ceci, à savoir notamment pour définir qui va décider si cette opération se poursuit. Est-ce que demain, le pouvoir de décision sera en France, à la fois de garantir la production, de garantir les investissements nécessaires, de garantir que le marché français sera le marché prioritaire en cas de tension ou de pénurie à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il y aura une indépendance du pouvoir de décision en France? Et on a beaucoup d'exemples dans le passé qui ont été pris par des gouvernements différents qui ont montré que ces garanties n'étaient pas suffisamment solides. Il y a l'affaire Alstom parmi d'autres. Et donc ces éléments-là doivent être des modèles politiques pour nous, pour exiger une transparence, une garantie, soit sur cette offre qui est décidée, soit d'offres alternatives, françaises ou européennes, qui pourraient racheter ces parts d'Opelia. Je vous avais donné le chiffre, 15 milliards d'euros, un peu plus même. C'est intéressant quand même pour Sanofi, notamment pour son niveau d'innovation, et se positionner en champion notamment de l'immunologie. Mais c'est-à-dire qu'en fait, nous, notre position, elle n'est pas que, si je puis dire, défensive, elle est aussi offensive. C'est-à-dire qu'une entreprise et un État doivent faire des choix d'investissement. Pourquoi ? Parce que nous sommes... Ça n'arrive pas à personne. Là, ils disent que 15 milliards d'euros, ça nous permettrait de faire des investissements pour l'innovation. Mais bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, notre position, elle n'est pas pavlovienne. Elle est de dire aujourd'hui, Opelia, quelle va être la capacité de cette filiale à garantir que le pouvoir de décision soit en France. Soit avec cette offre, à travers ce fonds d'investissement américain, soit avec une offre alternative. Donc autrement dit, vous n'excluez pas que cette offre, que le fonds américain puisse rentrer dans le capital d'Opelia ou puisse avoir les 50%, mais vous demandez des garanties par rapport à ça. En fait, ce que nous demandons de manière plus large, y compris sur le point que vous citez, c'est que l'État se saisisse de ses procédures maximales sur le contrôle sur les investissements étrangers en France. Vous avez différentes gammes, en fait, de procédures. Mais pourquoi ne le fait-il pas automatiquement, puisque c'est la loi le prévoit ? D'ailleurs, mais en fait, ça va être le cas. Antoine Armand, déjà, l'a annoncé aujourd'hui. Deuxièmement, en fait, il faut attendre qu'il y ait une procédure de rachat définitive et de négociation exclusive pour que l'État se saisisse définitivement de ces procédures. Après, vous avez différents niveaux qui sont définis tant par la loi, notamment la loi Pacte, que des décrets. Et nous, ce que nous demandons à travers le courrier que nous avons saisi, c'est de saisir le niveau maximal parce que nous venons toucher à un enjeu fondamental qui est le sujet de la souveraineté et l'indépendance sanitaire française en matière de santé, en matière de production de médicaments, notamment le médicament bien connu qui est le Doliprane. Sanofi dit que même si l'affaire se fait, de toute façon, on continuera de trouver du Doliprane en pharmacie. Mais justement, c'est une des garanties, une des contreparties qu'il faut que nous ayons. Pourquoi ? Parce que là, je pense qu'il n'échappera à personne que la France a été en pénurie de Doliprane, paracétamol de manière plus large, rien qu'en 2022. C'est en grande partie la raison pour laquelle une bonne partie des investissements de France 2030 a été investi sur la relocalisation de la production de paracétamol et de Doliprane parmi d'autres médicaments sur le territoire français pour approvisionner en priorité le marché français. C'est ça l'objectif stratégique auquel on se dédie et c'est ce sujet-là qui sera une forme de casus belli pour la représentation nationale. Charles Rodwell, pardon d'être un peu mauvais esprit, mais le constat s'impose. C'est une véritable conversion pour votre famille de pensée, et en particulier pour toute une partie de votre électorat qui trouvait jusqu'à présent que le protectionnisme était la pire des obscénités. Mais je n'ai pas le sentiment que notre ligne politique ait évolué. Comme je vous le disais, depuis 7 ans, moi, je suis extrêmement fier. On peut sortir toutes les déclarations contre la fermeture des frontières, contre les taxes aux frontières. C'est quand même dans votre famille de pensée qu'on les trouve. Alors là, on est sur des sujets très très différents. Je suis très fier d'être le député qui accueille chaque année sur ma circonscription au sommet de Choose France, qui fait partie d'une majorité de l'époque et d'un camp politique aujourd'hui qui a voté des baisses massives d'impôts, notamment sur les sociétés, sur les impôts de production, que le Figaro souligne d'ailleurs à juste titre bien souvent, d'avoir réformé le marché du travail votre budget, à travers les sur la baisse d'impôts. Je viendrai juste après, et en même temps d'appartenir à une majorité qui n'a jamais en fait été naïve par rapport à ces sujets-là, en témoigne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le renforcement de nos contrôles sur les investissements étrangers en France. Ce sera le cas sur Atos ? En fait, les deux... Parce que c'est le gros dossier aujourd'hui. C'est le gros dossier. Atos, vous avez deux éléments. Vous avez une entreprise qui a grossi de manière extrêmement importante, qui a consenti des investissements extrêmement conséquents, qui ont
lourdement endetter l'entreprise. Donc vous avez d'un côté un principe économique et financier fondamental. Vous avez deuxièmement une part des activités sensibles stratégiques qui doivent absolument rester dans le giron franco-français. C'est l'opération qui est en cours sur Atos pour garantir, par exemple, le pilotage de notre industrie nucléaire civile et militaire, qui est pour le coup une condition sine qua non. Là encore un sujet sur lequel la représentation nationale est particulièrement vigilante. Sur Biogarant, pareil ? Biogarant, la décision a été prise à travers le laboratoire Servier. Ça restera évidemment dans le giron national parce que toutes les garanties n'étaient pas apportées, les contreparties non plus. Et c'est le même type de contrôle que nous demandons sur l'investissement lié à Sanofi et lié à Opelia aujourd'hui. On parlait du budget. Je fais juste une incise, justement des baisses d'impôts. C'est pas la ligne choisie par le gouvernement dans la présentation du budget. Vous allez le suivre sur cette question-là ? Ce qui est sûr, c'est que nous, je veux dire, on sera responsable, c'est-à-dire Vous avez déposé des amendements ? J'ai déposé des amendements de réduction des baisses d'impôts, notamment sur l'IS et sur la CVAE, donc l'impôt sur les sociétés et sur la contribution à valeur ajoutée des entreprises, donc les impôts de production. Par contre, ce à quoi nous nous sommes engagés... Vous serez soutenu sur ça ? Alors en tout cas, nous, ça fait l'objet du débat parlementaire, d'abord en commission des finances et en séance publique. On va se battre pour avoir une majorité sur ce sujet et d'avoir gain de cause auprès du gouvernement. En revanche, la condition sine qua non auquel nous nous tenons en responsabilité, c'est de compenser avec des baisses de dépenses. C'est-à-dire qu'il serait trop facile pour nous, si vous voulez, simplement de pousser la baisse des impôts et de ne pas confronter derrière ou proposer derrière des baisses de dépenses. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi, la baisse des dépenses, c'est pas la ligne qui est la trajectoire qui ressort de ce budget non plus. Hein. Alors en fait, c'est la ligne. On ralentit la hausse, mais on ne fait pas une baisse de dépenses. Alors, il y a un élément crucial à prendre en compte, et je vous parle y compris de la ligne assez indépendante qu'on a prise, nous, notre groupe, par rapport au gouvernement sur ce sujet, mais ce que je reconnais au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui on a déjà des efforts en termes de dépenses publiques sans précédent par rapport à ce qu'on appelle l'inflation et la désindexation de certaines dépenses par rapport à l'inflation. Et par rapport au précédent gouvernement non plus. C'est ce qu'on appelle les lettres plafonds, c'est-à-dire que vous avez déjà 15 milliards d'euros d'efforts par rapport à l'inflation, et nous allons renforcer cet effort d'au moins 5 milliards d'euros sur la baisse des dépenses. Deux questions encore sur justement le Doliprane et ce combat que vous menez, cette fronde donc, que vous avez menée. Je n'ai pas le sentiment d'être dans une fronde, mais on en a évoqué le mot tout à l'heure. Comment expliquez-vous que des élus historiquement engagés dans le combat de la souveraineté économique, notamment Olivier Marleix, ne figureraient pas encore, alors en tout cas c'était la version de vendredi, dans vos signataires ? Il faut lui poser la question. Vous lui avez proposé ? J'ai proposé à tous les membres des trois partis du bloc central, donc EPR, Modem, Horizon, les indépendants, le groupe Lyot et la droite républicaine. Moi, ce que je souligne aussi, c'est que, évidemment, qu'on a été les premiers à nous mobiliser, on en est très heureux, selon, là encore, les principes politiques et économiques qui ont animé notre action depuis 7 ans. J'ai vu également que les socialistes, la droite républicaine s'étaient mobilisés par ailleurs sur le même objectif. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Le RN ? Mais j'ai envie de vous dire... Est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec eux justement pour faire barrage à ce projet ? Un front souverain en quelque sorte ? Mais la raison pour laquelle je vais vous répondre non, c'est pas par réflexe partisan pavlovien, c'est parce qu'il n'y a pas de solution alternative. C'est pourtant la question qui vient à l'esprit quand vous répondez non comme ça. Non mais bien sûr, mais là je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui nous on est dans une solution, on veut aider le gouvernement à trouver une solution. C'est-à-dire que si vous dites juste non, pas d'une offre, sans connaître les tenants et les aboutissants de cette offre, et sans proposition alternative, en fait, vous ne faites pas avancer la cause. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est de dire, sur cette offre-là, est-ce qu'elle contrevient ou non aux intérêts nationaux de notre pays ? Notamment sur ce que je vous ai expliqué, selon notre point de vue, sur le pouvoir de décision en matière d'investissement, de production et d'approvisionnement du marché français. Deuxièmement, lié à ce point-là, est-ce que l'acteur qui veut acheter apporte des contreparties ou des garanties suffisantes ? Troisième point, y a-t-il des offres alternatives qui soient crédibles en termes de montant et en termes d'engagement qui peuvent faire concurrence à cette offre existante ? Vous voyez, on est quand même sur 3 points majeurs, fondamentaux, constructifs que ne propose évidemment pas l'extrême droite comme l'extrême gauche. Mais pourtant, c'est la raison pour laquelle ils ont des propos qui sont assez comparables et assez voisins à ce qu'on peut entendre parmi les opposants à cette vente. Chacun en jugera. En tout cas, nous, ce que nous demandons, c'est que dans ce sujet-là, pour répondre à ces 3 questions, ces 3 objectifs, nous demandons la saisine du contrôle des investissements étrangers en France. Dernière question, y a-t-il des risques sociaux en cas de vente ? Je n'ai pas le sentiment qu'il y en ait. En tout cas, c'est une position qui fera une forme de casus belli pour la représentation nationale et qui, selon les annonces qui ont été faites par Antoine Armand et Marc Ferracci ce matin, également un sujet pour le gouvernement. Un grand merci Charles Rodwell d'être venu nous présenter justement cette initiative et ce courrier donc, que vous signez avec une 60aine de parlementaires. On va continuer à suivre
ce dossier et on va continuer à le suivre attentivement. Et, ce sera notre cas aussi. Eh bien, on se tiendra au courant. Merci beaucoup.